Il y a quelques jours, Wizards a officialisé l'apparition d'un nouveau système afin de nous aider à évaluer nos decks de commandeurs. Si jamais vous ne vous êtes pas trop intéressé à la question, je vous ai mis quelques ressources en description afin de mieux comprendre le sujet, et je ne peux que vous inviter à aller voir les vidéos des collègues Passion Carton ou encore Bandit qui ont pas mal abordé tout ça. Mais pour vous présenter ça rapidement, on a désormais une classification en 5 niveaux, 5 brackets, afin de catégoriser la puissance d'un deck de commandeur. Le niveau 1 dédié au deck thématique, ou plutôt orienté fun, et dont le but premier n'est pas le fait de gagner la partie. Le niveau 2 qui se veut similaire au niveau préconstruit. Le niveau 3 qui est cette fois supérieur au niveau préconstruit et qui comporte la particularité d'avoir accès à jusqu'à 3 cartes dites Game Changer, une sélection de 40 cartes jugées soit trop puissantes pour le niveau moyen, soit trop désagréables et allant à l'encontre de l'esprit amical du format. Puis vient le niveau 4 qu'on peut appeler le High Power. Tous les coups sont permis, on y joue avec les meilleures cartes de Magic et on cherche la gagne, peu importe la manière. Et enfin, le niveau CEDH qui est, disons-le, un format un peu à part avec son côté compétitif, ses tournois, et il existe toute une méta autour de laquelle il faut s'adapter, une méta avec ses meilleurs decks, ses meilleurs match-ups, ainsi qu'une volonté de gagner la partie très rapidement. Alors le but de cette vidéo, ça va pas être forcément de parcourir point par point les différents niveaux de deck, mais plus de vous donner mon point de vue sur ce nouveau système. Quels sont ses points forts, ses points faibles, et en quoi ça peut nous aider à faire avancer le commandeur. Mais surtout, comment utiliser ce nouveau système, car à première vue, il nous donne des indications assez claires, mais croyez-moi, il va falloir se montrer très prudent et surtout très intelligent par rapport à ce nouveau fonctionnement. Avant toute chose, rappelons-nous de pourquoi ce système a été créé, car si on ne se pose pas la question, on ne pourra jamais comprendre ce qu'on a sous les yeux. Déjà, si vous avez un groupe régulier, que vous jouez souvent entre potes et que tout se passe bien, alors ne changez rien. C'est limite si ce système n'est pas fait pour vous. Par contre, si vous jouez souvent en boutique, en convention, dans des bars avec des inconnus, vous savez que la communauté de commandeurs a toujours eu un profond mal à mettre des mots sur la puissance et sur les intentions des decks qu'on utilise. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, le commandeur c'est ce format très étrange où lorsqu'on s'assoit à une table, on a déjà des attentes très précises sur ce qu'on recherche pendant la partie. Notre plaisir va se créer de par l'équilibre qu'on arrive à instaurer autour de la table, que chacun puisse jouer ses cartes sans se sentir oppressé et que chacun puisse s'exprimer dans ce format qui met en avant l'originalité et aussi la créativité de ses joueurs. Sauf que justement, le problème il vient du fait que trouver cet équilibre, c'est peut-être un des challenges les plus difficiles qu'on puisse rencontrer. Si demain tu vas en boutique, que tu prends 10 mecs au hasard et que tu leur poses la question « Pour toi, c'est quoi le commandeur casu ?», tu peux être sûr que les 10 mecs ne seront pas parfaitement d'accord sur la question. Soit de par la vitesse des parties, soit de par la manière dont elles doivent se finir, soit de par les cartes qu'on a le droit ou non d'utiliser. Il y a juste trop de paramètres à prendre en compte, et du coup l'idée de vouloir instaurer un barème pour aider les joueurs à s'y retrouver est d'autant plus périlleuse de par la complexité de notre format. Et malgré cette difficulté, je dois bien vous avouer que cette première version, cette première tentative de donner des clés aux joueurs pour constituer des tables équilibrées, elle est plutôt réussie. Et je vous parlais des points forts tout à l'heure, en premier lieu, j'avais envie d'évoquer avec vous ce que je considère comme une vraie bonne idée, c'est cette fameuse liste des 40 cartes dites Game Changer. Bon, je vais pas parcourir individuellement chaque carte, car à l'exception d'une ou deux, je suis globalement d'accord avec tous les choix présents, et même si elle aurait pu être garnie de plusieurs autres cartes supplémentaires, je pense qu'on est sur une bonne sélection. Et j'ai vu beaucoup de monde dire « Ouais, il y a telle ou telle carte dans la liste, alors que X autre carte est beaucoup plus forte », mais ce qu'il faut comprendre avec cette liste, c'est qu'elle ne se concentre pas uniquement sur des cartes hyper fortes, mais elle se concentre surtout sur des cartes problématiques, qui, lorsqu'elles touchent la table, vont créer une distorsion, une déformation du fameux équilibre qu'on recherche quand on joue en commandeur à un niveau moyen. Par exemple, j'ai lu beaucoup de gens dire que ce bon vieux Behemoth aurait pu être dans la liste, car il s'agit d'une condition de victoire beaucoup trop facile à atteindre. Sauf que dans le scénario où cette carte touche la table, généralement ça va être en fin de partie, à un moment où le joueur qui l'utilise a sous la main une bonne dizaine de créatures et va chercher à attaquer avec pour gagner. C'est une condition de victoire, c'est une carte qui boucle la partie, et ensuite on passe à la suivante. Sauf qu'en soi, dans cette partie, le problème, c'était pas le Behemoth en lui-même, mais toute la génération de petites créatures à côté
qui lui ont ensuite permis d'avoir un board hyper fort en phase d'attaque. Et si tu n'as pas été en mesure pendant toute la partie de ralentir ce joueur qui a quand même développé un board énorme sur plusieurs tours, si tu n'as pas été en mesure de caser une colère pour raser la table, d'un côté c'est peut-être aussi un peu de ta faute. A l'inverse, des cartes comme Magistrat de Dranit ou Lune de Sang, si elles touchent la table très tôt, ce qui est tout à fait possible vu leur coût de mana, vont rendre la partie assez misérable et mener à des situations où les joueurs ne peuvent plus effectuer des actions simples comme jouer son commandant ou juste jouer des sorts dans le cas de Lune de Sang. D'ailleurs, Lune de Sang n'est pas dans cette liste de 40 cartes Game Changer, mais est considérée au même titre que Orbe de l'Hiver comme une carte s'attaquant au terrain et donc ne pouvant pas être jouée dans les niveaux 1, 2 et 3. Et oui, ce sont des cartes qu'on peut détruire, donc on peut me sortir l'argument du joue plus d'anti-bêtes ou des anti-enchantements, mais honnêtement, je ne connais personne qui met 20 ou 30 anti-bêtes dans tous ses decks et qui aura toujours une réponse pour gérer ses cartes en début de partie. La réflexion est aussi valable pour certaines cartes de fin de partie comme Citadelle de Bolas ou Expropriate. Oui, ces cartes mènent souvent à la victoire comme peut aussi le faire le Behemoth, sauf qu'elles sont beaucoup moins conditionnelles. Tu peux avoir un board absolument vide et ces cartes seront quand même dévastatrices, en plus d'engendrer un temps de jeu assez conséquent. J'ai longtemps joué la Citadelle dans un de mes decks et ça m'est déjà arrivé de jouer 10 ou 12 sorts d'un seul coup avec, ce qui est, disons-le, pas spécialement agréable à regarder pour tes adversaires. Finalement, c'est ainsi qu'on pourrait décrire ces fameuses cartes Game Changer. Ce sont des cartes qui vont drastiquement bouleverser la partie sans forcément te faire gagner par elles-mêmes. Et c'est aussi pour ça que je suis contre une idée que j'ai souvent lue dernièrement, qui serait en fait de noter chaque carte de Magic individuellement selon un barème, et en additionnant toutes les cartes, on se retrouverait avec un niveau de puissance pour le deck. Non seulement ce serait trop subjectif, non seulement ça obligerait tous les joueurs à avoir leur deck stocké sur un site de deck building, mais je pense surtout que le problème d'équilibrage du commandeur ne vient pas de la puissance intrinsèque des cartes en elles-mêmes. Je vais partir sur un raisonnement un peu par l'absurde, mais prenons l'exemple de Retour au pays. C'est peut-être la meilleure carte blanche qui existe, peut-être même une des meilleures cartes de Magic, et je pèse mes mots. Donc sur le papier, cette carte devrait être jugée très forte. Mais en aucun cas la carte n'est problématique dans un deck. Personne ne va te regarder bizarrement si tu utilises ce sort pendant une partie. Car encore une fois, ce qu'on recherche à éviter, ce sont les cartes ayant un trop gros impact sur une partie entière. Mon meilleur exemple, tu peux tout à fait construire un deck très méchant autour d'un commandant comme Zada. Dans ce deck, tu vas jouer des vieilles communes à 2 centimes a priori injouables, mais qui vont rayonner dans ce deck en particulier. Du coup, le deck aurait un ratio de puissance faible, vu qu'il est constitué de cartes faibles individuellement. Par contre, l'association de toutes ces cartes avec ce commandant est juste ridiculement forte. Donc vraiment, l'idée de noter les cartes pour catégoriser un deck, je suis foncièrement contre. Et justement, je voulais aussi vous parler des points faibles de ce système, un des problèmes majeurs qui n'en est pas forcément un à la base, mais qui risque d'être mal exploité par pas mal de gens, ça va être les sites de deck building. Vous l'aurez peut-être remarqué, des sites comme Archidect ou Moxfield se sont tout de suite munis d'un outil qui est plutôt un algorithme afin de donner une indication sur le niveau de votre deck. Et je vais pas vous mentir, non seulement cette indication est assez hasardeuse, mais en soi, quand on y pense, elle est aussi assez problématique. Je me suis amusé à enregistrer mon deck Yorion sur Moxfield, qui est littéralement mon meilleur deck, un deck non seulement très synergique, qui pioche beaucoup, qui joue beaucoup de sorts de gestion et énormément de protection, ce qui fait qu'une fois que je suis bien installé, je deviens quasiment intouchable. Eh bien, selon Moxfield, ce deck est bracket 1, donc un deck fun, pas très fort, qui ne recherche absolument pas à gagner. Deuxième exemple, mon deck Pianalar compte aussi parmi mes decks les plus performants. C'est un deck Planeswalker qui joue pas mal de moyens de détruire les créatures adverses afin de garder mes Planeswalkers en vie très longtemps. Dedans, il y a une volonté de Jeska, ce qui fait que le deck est catégorisé niveau 3, mais si je l'enlève, boum, le deck redevient niveau 1, ce qui, à nouveau, n'est tellement pas représentatif des intentions de ce deck. Et pour finir, mon exemple préféré, c'est celui de mon deck Xanatar, qui est littéralement mon deck le moins fort, car pour le coup, ce n'est pas un deck pensé pour gagner. Il s'avère que le deck joue plusieurs tuteurs, car un de mes objectifs est d'aller chercher des cartes comme la Lanterne de Perspicacité, qui est une carte que j'adore, ou des cartes politiques histoire de pimenter un peu la partie. Bref, ce deck est vraiment nul, il lui faut un miracle pour gagner une partie de Commander, et il est pourtant considéré comme un deck de niveau 3 de par sa forte densité de tuteurs. Du coup, vous l'aurez compris, si on est une personne de mauvaise foi, on peut complètement casser ce système en créant des decks beaucoup plus forts que leur niveau de jeu supposé, et ensuite se réfugier derrière l'excuse du «
Oh mais Moxfield m'a dit que mon deck était un 2 sur 5, donc je peux jouer contre des précos. C'est pour cela que je vous invite clairement à ne pas utiliser ces sites pour juger de la puissance de vos decks. Le chiffre qu'on vous donne sur ces sites, c'est une tentative d'estimation, mais en soi, on s'en fout. Pour décrire de la puissance ou des intentions d'un deck, ce ne sont pas les chiffres qui comptent, ce sont les mots. Je m'en fous que Moxfield te dise que ton deck soit un 1 ou qu'Archideck te dise que ton deck soit un 3. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu me dis sur ton deck. Et finalement, c'est ça la plus grande réussite de ce système. Maintenant qu'on a clairement des cartes qui sont identifiées comme problématiques, on va pouvoir donner un point de départ aux conversations qu'on est censé avoir lorsqu'on s'assoit à une table d'inconnus. Faut vraiment voir ce système comme une excuse pour briser la glace quand on rencontre de nouveaux joueurs. En fait, c'est une solution pour ouvrir la conversation en communiquant sur à quoi ressemble ton deck sans trop rentrer dans les détails, tout en évitant d'utiliser le tristement célèbre « T'inquiète, mon deck c'est un 7 ». Cela dit, je pense que ce barème peut potentiellement être perfectionné. Alors on va enfiler le costume de game designer et s'essayer à une esquisse, une tentative, afin d'améliorer ce système qui est encore en version bêta, donc qui peut encore être amené à évoluer. Concrètement, je ne toucherai pas au niveau 4 et 5, leur description est je trouve parfaite, je n'ai vraiment rien à dire là-dessus, par contre j'ai plus de problèmes avec le niveau 1. En l'état, le niveau 1 est décrit comme un niveau où vraiment tu vas jouer des decks pas du tout optimisés, pas concentrés sur le fait de gagner, mais plutôt des decks ayant une thématique marrante ou une mécanique de jeu un peu ridicule. Et franchement, en ayant moi-même un deck de ce niveau, je trouve que t'as pas besoin nécessairement de le mettre sur une échelle de puissance, car quand tu construis ce genre de deck, t'es déjà quelqu'un qui connaît bien Magic, et tu sais que ton deck ne va pas rouler sur la partie. Moi, je commencerai l'échelle avec le niveau préconstruit, tout simplement. Premièrement, car la plupart des débutants commencent avec un préco. Deuxièmement, la plupart des préconstruits sont vraiment bien équilibrés et ont en général tous le même niveau, et quand bien même il y en a un qui va être un peu plus fort qu'un autre, la dynamique du commandeur fait que les débats s'équilibrent et tout le monde va passer un bon moment. De plus, les decks fun dont on parle depuis tout à l'heure peuvent, je trouve, eux aussi passer un beau moment de Magic autour d'une table de préco. En ayant moi-même un deck vraiment pas fait pour gagner, je trouve que tu peux carrément avoir une belle expérience de jeu autour d'une table de préconstruit. Ensuite, concernant le niveau 3, je trouve aussi qu'il est plutôt bien ainsi. Ça se discute, mais cette limite de 3 cartes Game Changer est à mon avis assez équilibrée quand j'y pense. Et le fait de n'autoriser les combos infinis qu'en fin de partie est très raisonnable, moi j'aime bien. Et donc comme vous le voyez, moi j'aimerais rajouter un niveau complètement nouveau au niveau 2, car le système original passe directement du niveau préconstruit au niveau amélioré, et selon moi c'est assez éloigné de la réalité. Un deck préconstruit, et ça c'est valable pour littéralement chaque préco, contient toujours entre 10 et 20 cartes, sans parler de la mana base, qui sont soit vraiment faibles, soit complètement hors thème. Je pense par exemple au préco de Prosper, qui est plutôt solide grâce au commandant, mais qui, dans son deck, va aussi avoir des cartes qui synergisent avec les rats, ce qui n'a littéralement aucun rapport avec le commandant. Et donc, si tu vas améliorer ce deck, tu voudras rapidement remplacer ce genre de cartes. Et là, je ne parle même pas de rajouter des cartes puissantes, je parle du fait de rajouter des cartes cohérentes. L'idée, c'est d'avoir un deck en phase avec sa thématique. Et donc, pour moi, un deck qui joue des cartes efficientes et qui respecte sa thématique sera toujours plus fort qu'un préco. Typiquement, si dans le deck Prosper dont je parle, tu retires les cartes qui font des rats et tu les remplaces par des cartes qui jouent depuis l'exil, tu as factuellement amélioré le deck, et une fois amélioré, tu as un deck de niveau 2. Par contre, tu peux encore faire passer un palier à ton deck en rajoutant cette fois-ci des cartes qui seront là pour te faire gagner. Ce sont les fameuses Wincon, afin de faire gagner en explosivité ton deck pour remporter la partie. Par exemple, tu veux te faire un deck jeton. Tu vas mettre plein de cartes afin d'inonder le champ de bataille et te constituer une petite armée. Toutes tes cartes vont être dans la thématique, ok, super. Par contre, si tu commences à rajouter dans ton deck des cartes comme le Behemoth dont on parlait tout à l'heure, là, il existe dans ton deck des conditions de victoire bien définies, très violentes, et dans ces cas-là, selon moi, ton deck passe au niveau 3. A l'inverse, même en étant hyper bien construit, un deck peut quand même avoir du mal à créer du danger, à créer une condition de victoire. Soit de par la faiblesse de son commandant, soit de par certaines restrictions de deck building, ou de par une stratégie un peu molle. J'ai par exemple en tête mon deck Tatsunari, qui est un deck hyper synergique, basé autour des enchantements et de la mutation. La stratégie est cool, originale, mais pas spécialement violente. Donc pour moi, le deck est meilleur qu'un préconstruit, mais ça n'en fait tout de même pas un deck de niveau 3. En fait, mon problème principal, c'est que le bracket 2 est appelé core, ce qui signifie en anglais le noyau ou le cœur.
Et je sais pas pour vous, mais moi, la plupart des gens que je rencontre ont des decks au-dessus d'un deck de niveau préco, donc je peux pas dire que le niveau préco soit le cœur du style de deck qu'on rencontre le plus. En conclusion, je dirais que le problème initial du Commander, ce fameux problème d'équilibre, on va se le dire franchement, il est impossible à résoudre. Mais cette première ébauche de système me donne vraiment bon espoir pour la suite. Oui, c'est un système qui peut être potentiellement broken, un joueur mal intentionné pourra toujours se cacher derrière l'excuse du tel site m'a dit que mon deck était pas fort, mais en fait, ce serait juste cool si tout le monde pouvait éviter de ne pas tenter d'exploiter le système. Et quand bien même, si quelqu'un a décidé de se comporter comme une enflure, vous me pardonnerez l'expression, personne ne peut l'en empêcher. La seule solution dans ces cas-là, c'est de ne plus jouer avec la personne en question. Mon mot de la fin, ce serait ne vous concentrez pas trop sur ce que vous disent les sites de deck building, ne vous sentez pas obligé de rajouter 3 game changers dans vos decks juste parce que vous voulez jouer au niveau 3. L'objectif, ce n'est pas de donner une note à votre deck en soi, c'est de se concentrer sur l'expérience de jeu recherchée. En soi, les chiffres, on s'en fout complètement. Et certains me diront que Magic c'est des maths, moi je leur répondrai que le Commander, c'est avant tout des mots. Je vous laisse méditer là-dessus, il est temps pour moi de déclarer une fin de tour, je pioche car je suis le monarque, et sur ce, je vous dis à très bientôt.